différent. Elle malmène même les plus grands de ce monde. La fois d'avant, à la fin des années 80, on a parlé de conjoncture. Le phénomène, dans son concept comme dans son austérité, était de mode massif. Aujourd'hui, une vingtaine d'années après, nous y voici encore, dans un méga format cette fois. Le tableau ne trompe pas, les affaires sont au ralenti, les stocks s'épuisent difficilement, l'État affiche des signes d'essoufflement. Ça va mal. Un tableau de réelle préoccupation. La crise financière mondiale, vue par le patronat, avec un point marqué sur les opportunités à saisir, la jeunesse et l'emploi, le secteur informel et surtout la porte de sortie pour un pays comme le nôtre. Question d'actualité reçoit pour vous le vice-président du Conseil national du patronat du Bénin. Une excellente référence, une voix autorisée pour nous en apprendre sur l'approche qui est celle de son institution face à la crise. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de recevoir dans votre confort dominical Monsieur Régis Fassia. Nous sommes ensemble 90 minutes durant. Monsieur Fassia, bonjour. Bonjour. Olga, elle est là. Bonjour. Bonjour Jérôme Kassa, mesdames, messieurs, bonjour et merci d'être des nôtres sur ce plateau de questions d'actualité. Bonjour monsieur le vice-président. Bonjour. Alors, puisque vous êtes avec nous, dites-nous tout de suite, qu'est-ce que c'est que le patronat? Alors, avant d'aborder la question du patronat, permettez-moi de faire un petit rectificatif, en ce sens que j'ai souvent entendu monsieur le vice-président. En fait, le patronat, évidemment, il y a un président que vous connaissez tous, monsieur Sébastien Riavon, mais à côté, il y a un premier vice-président qui est monsieur Eustache Cotigan, qui est quelqu'un d'extrêmement efficace et très dynamique, c'est vrai, un peu plus discret que les autres. Et puis ensuite, il y a le deuxième vice-président qui est moi. Alors, permettez-moi de vous demander de bien vouloir m'appeler monsieur le deuxième vice-président du patronat. Vous êtes le deuxième vice-président? Voilà, je suis le deuxième vice-président du patronat. Ok, d'accord. Alors, le patronat, c'est quoi? Alors, le patronat, c'est de façon très très simple, hein, je dirais, le syndicat des employeurs. C'est-à-dire que c'est un creuset d'entrepreneurs béninois qui réfléchissent, qui pensent par rapport à la dynamique à mettre en place pour insuffler à notre environnement microéconomique de nouvelles énergies. Eh bien, en son sein, vous avez des entreprises aussi grosses, moyennes ou petites, étant entendu que le plus important pour nous, c'est de faire en sorte que, au sein de l'institution qu'est le patronat, nous puissions véritablement penser la nouvelle politique de notre économie de façon à ce que, dans les plus profonds hameaux de notre pays, eh bien, le Béninois puisse régler ses problèmes existentiels, notamment l'emploi et la création de richesses. Peut-on dire que c'est la crème du monde des affaires? Non, je ne pense pas qu'on puisse parler en termes de crème. Vous savez, lorsqu'on parle de crème, ça rejoint un côté un peu sélectif. Non, je pense que c'est simplement un creuset à l'intérieur duquel toute personne ayant une vision, ayant une créativité, et bien peut se retrouver. Naturellement, il y a des conditions pour adhérer au patronat. Ce qui est important, c'est que nous regroupons l'ensemble des entrepreneurs de ce pays qui ont pour vocation non seulement d'être dans le formel, mais en plus de contribuer au départ de leur activité, et bien au développement de notre économie. Vous le faites dans quelle proportion? Vous savez, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'abord de savoir ce que pèse le patronat. Aujourd'hui, le patronat du Bénin, c'est 70% de recettes fiscales. C'est 80% des emplois dans le secteur formel. Donc je pense que ce qui est important, c'est de ça. Le patronat du Bénin, c'est l'ensemble des grosses entreprises de ce pays. C'est aussi d'autres petites entreprises, c'est d'autres petites organisations. Aujourd'hui, on se rend bien compte que le patronat a une visibilité beaucoup plus importante. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir. 70% de recettes formelles. Formelles, oui, tout à fait. Vu qu'il y a beaucoup d'informels au Bénin, c'est pas beaucoup. On en reparlera, c'est énorme. 70%, c'est pas petit, il faut déjà leur tirer chapeau. Ah oui. Alors, on va parler des réalisations du patronat. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'avancées qui sont à l'actif du patronat. Alors, comme par exemple l'arrivée du MEDEF au Bénin et tout ça. L'arrivée du MEDEF au Bénin n'a pas été l'initiative du patronat. L'arrivée du MEDEF au Bénin a été l'initiative du gouvernement, simplement que le patronat a accompagné cette initiative de façon à ce que les Béninois puissent en tirer le meilleur profit. C'est cela la vérité. C'est cela, le sens, on n'a jamais été... Vous avez accompagné. Nous avons accompagné de façon tout à fait dynamique, de façon tout à fait énergique, oui, il faut le dire. Le mérite de bonnes conclusions revient à qui finalement? À vous ou au non, gouvernement? Non, d'abord c'est l'initiative du gouvernement. Je dis, c'est le chef de l'État qui a souhaité que le MEDEF vienne au Bénin. On a été associé à cela. De toute façon, le MEDEF n'aurait pas pu venir au Bénin sans que le patron soit associé, puisque nous sommes les interlocuteurs naturels du patronat. Vous savez, le MEDEF, c'est le patronat français. Donc, dès lors qu'ils ont fait une mission au Bénin, il était évident et incontestable que le patronat béninois soit impliqué. Mais il est évident que cette initiative relève essentiellement du gouvernement béninois. Dans tous les cas, nous avons accompagné cette initiative de façon à ce que nous puissions en tirer le meilleur profit. Et que peut-on en attendre?
Non, je pense que le MEDEF, comme la plupart d'organisations patronales, lorsqu'ils nous rencontrent dans le cadre de nos relations bilatérales, l'objectif a toujours été de voir comment est-ce qu'on peut unir nos forces pour créer de la richesse. Je pense que dans cette optique que nous recevons d'autres associations, il y en a eu d'autres. Il y a eu les Brésiliens qui sont arrivés au Bénin, du patronat, il y a eu les Israéliens, il y a eu des Danois, il y a eu tout un ensemble, je dirais, d'organisations patronales qui sont venues. Alors c'est vrai que lorsque le MEDEF est arrivé, on a beaucoup médiatisé parce que c'est le MEDEF. Vous savez, la France et le Bénin, c'est une tradition tout à fait ancienne. Mais il y a eu d'autres patronats qui sont arrivés avec lesquels nous travaillons, avec lesquels nous travaillerons toujours. Beaucoup, vous ne faites que parler finalement avec vos organisations sœurs de l'étranger. Sur le terrain, ça apporte quoi? Alors, vous savez, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on concrétise les différentes négociations qu'on mène dans le cadre. Je pense que nous sommes en train de travailler dans ce sens. Aujourd'hui, il y a des actions tout à fait concrètes qui sont menées par rapport à d'autres organisations. Et en 100 ans, vous verrez bien les résultats. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le patronat a une véritable ambition de jouer son rôle plein dans l'environnement microéconomique. Et c'est ça qui est important et c'est là-dessus que nous sommes en train de travailler. Le patronat a également pour lui l'amélioration du relèvement du taux du SMIC dans notre pays. C'est vrai qu'à l'actif du patronat, il y a eu un certain nombre de choses. Nous avons, dans le cadre de la réforme de la fiscalité, travaillé avec les pouvoirs publics et ça a abouti effectivement à la révision à la baisse de l'impôt sur les salaires et puis d'autres impôts naturellement. Mais le combat ne s'arrêtera pas là. Nous allons continuer à négocier de façon tout à fait concertée pour que nous puissions continuer dans un cadre fiscal relativement sain, créer de la richesse pour notre pays. Olga? Voilà, c'est bien ça, créer de la richesse pour notre pays, le Bénin. Alors, vous avez dit tout à l'heure que l'arrivée du MEDEF, c'est le gouvernement qui est à la base de cela. Mais à quoi attribuez-vous tous les succès du patronat jusqu'à ce jour? Ou bien il n'y a pas eu de succès? D'abord, je pense qu'il faut savoir raison garder. Lorsqu'on parle de succès, il faut parler de ces choses-là avec beaucoup d'humilité. Ce sont des actions. Important. Oui, je pense qu'il faut parler beaucoup plus d'actions. Vous savez, lorsque dernièrement il y a eu l'histoire de la SOAGA, où il y avait une décote qu'on devait faire sur les créances de l'État, eh bien c'est le patronat qui, à partir d'arguments tout à fait clairs et précis, a réussi à convaincre le pouvoir public de façon à ce qu'on puisse payer les créanciers de façon globale. Ça a été un combat que le patronat a mené de concert avec les pouvoirs publics. Vous savez, lorsque on est dans une négociation, il y a ce qu'on appelle le gagnant-gagnant. Il faut que les deux parties puissent être dans une dynamique d'écoute de part et d'autre. Et c'est ça, aujourd'hui, la chose dont nous profitons le plus et qui fait qu'aujourd'hui, la visibilité du patronat par rapport aux autres années est beaucoup plus importante parce que nous avons des interlocuteurs qui nous écoutent, qui veulent nous accompagner dans notre processus de mise en place de création de richesse. C'est ça la chose importante. Donc par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'avancées au niveau patronal. C'est tellement vrai que chaque fois qu'il y a une crise microéconomique, on a tendance à penser que le patronat détient le secret pour régler les problèmes. Mais le patronat ne peut pas tout faire. Ce qui est sûr, c'est que nous ferons ce que nous devons faire. Ce qui est important, c'est que nous serons toujours écoutés et accompagnés dans ce que nous faisons. Et ça se passe? Ça se passe de temps en temps. Des fois, ce n'est pas toujours évident. Comme je vous dis, nous sommes dans une relation gagnant-gagnant. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que les intérêts du secteur privé soient toujours envisagés. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il est évident aujourd'hui que la notion d'État employeur est complètement révolue. C'est le privé qui crée la richesse, c'est le privé qui crée l'emploi. Et lorsque j'entends les discours programmes, on sent que ces discours, le secteur privé est au cœur du discours, du dispositif. Et par rapport à cela, le patronat a un rôle fondamental à jouer. C'est pour cela que, aujourd'hui, plus que jamais, nous devons travailler de façon à ce que le secteur privé ait une éclosion beaucoup plus remarquable, ait une visibilité plus importante, parce que c'est à l'intérieur du secteur privé qu'on peut véritablement régler les problèmes économiques de notre pays. Alors, avant d'en venir à la crise économique, est-ce que vous en pensez? Beaucoup pensent que le président du patronat, M. Adjavon, est souvent très tranché sur ses positions. Vous savez, on ne peut pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent, c'est sa liberté par définition. Non, je pense que M. Adjavon, c'est quelqu'un qui a de la vision par rapport au secteur privé, par rapport au patronat en l'occurrence. C'est un homme d'action. Vous avez évoqué tout à l'heure l'arrivée du MEDEF. Vous savez, lorsqu'on a été reçu par le MEDEF, M. Adjavon a évoqué la question du visa, par exemple. Vous savez, il est évident que tout le monde subit
les difficultés pour obtenir un visa lorsqu'on veut aller en France pour faire nos affaires. Mais ce n'est pas toujours évident. Il y a une tendance de suspicion qui est évidente, qui est claire. Mais ça a été une question que M. Adjavon a complètement démythifiée, a évoquée avec l'ambassadeur, avec Michel Roussin qui était arrivé ce jour-là. Donc voilà quelque chose de tout à fait concret. Lorsqu'il y a eu la crise par rapport à la SOAGA, M. Adjavon, effectivement, de façon tout à fait énergique, a expliqué, a argumenté sur la nécessité de payer les créanciers dans la globalité. Lorsqu'il y a eu la négociation par rapport à la réduction de certains impôts, notamment l'IPTS et le VPS et le BIC, eh bien, M. Adjavon, de façon très énergique, au cours des réunions que nous avons eues, eh bien, a démontré de façon très sereine l'importance de mettre en place ces réformes-là. Alors, si cela veut dire qu'on est tranché sur des positions, ce qui est important, c'est les résultats. Il est dit avec beaucoup de vigueur, généralement. Je pense que c'est un... D'ailleurs, vous savez, moi, je ne connaissais pas M. Adjavon. J'ai connu M. Adjavon dans le cadre du patronat. Ce que j'ai remarqué pendant les élections dernières au patronat, c'est qu'il y avait quand même un désir très très fort d'élire M. Adjavon comme président du patronat, notamment de la part des grosses entreprises. Aujourd'hui, lorsque je vois l'action, l'énergie que ce monsieur met à la tête du patronat, je comprends. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette envie, cet engouement autour de sa personne? Dans tous les cas, eh bien, c'est une personne qui est très active, qui a beaucoup d'énergie, qui a beaucoup d'imagination par rapport au patronat, et nous en tirons le meilleur profit. Ce sont ses points de vue personnels ou ceux de la famille du syndicat. Vous savez, le patronat du Bénin, qui est dirigé par M. Adjavon, ne travaille pas de façon unilatérale. M. Adjavon essaye de créer, de susciter autour de lui ce qu'on appelle l'unanimité. C'est pour ça que nous discutons beaucoup, nous collaborons beaucoup. C'est ça qui est important. Vous savez, lorsqu'on est dans une association et que nous fédérons ce qu'on appelle la cohésion et l'entente, eh bien, il y a les résultats. C'est parce que, aujourd'hui, il y a de la cohésion et de l'entente au sein du patronat que vous avez les résultats que vous évoquez en ce moment. Et cette cohésion ne peut venir que du premier responsable. Eh bien, c'est aussi l'un des mérites qui sont l'actif de M. Adjavon, qu'il faut saluer et qu'il faut dire. Donc, je pense que les gens sont tout à fait libres d'avoir des appréciations. Ça n'engage que, dans tous les cas, nous, on est très très fiers au patronat d'avoir une dynamique. C'est une grande gueule. Non, vous savez, moi, je n'emploie pas des termes comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons un homme d'action qui travaille, qui a de la vision, qui a de l'énergie. Maintenant, que le fond et la forme soient appréciés par les uns et les autres, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est les actes. C'est les résultats. C'est les résultats. Est-ce que oui ou non, les Béninois, hommes d'affaires, n'ont pas du mal à obtenir un visa lorsqu'ils veulent aller en France? Est-ce qu'il ne fallait pas le dire de façon très claire, de façon énergique? Eh bien, M. Adjavon, il l'a dit. Et aujourd'hui, je pense que suite à cela, il y a eu, je pense que ça a changé. Dans tous les cas, le patronat est ouvert. Et le patronat est toujours prêt à accompagner les chefs d'entreprise régulièrement inscrits au patronat qui veulent aller faire leurs affaires en France. M. Adjavon s'est engagé même à adresser une lettre à l'ambassade, au consulat de France, pour se porter garant de ce que ces gens-là vont pour faire leurs affaires et qui vont revenir dans leur pays. Bien sûr. C'est ça l'action. Et ce n'est pas des risques, j'espère. Vous savez, au patronat, ce n'est pas un club de voyous, permettez-moi d'expliquer, d'employer ce terme. C'est des hommes responsables, des chefs d'entreprise. Vous savez, quel plaisir un chef d'entreprise au Bénin peut avoir à aller s'installer en France, franchement. Alors que dans son pays, il génère de la richesse, il crée des emplois, il nourrit des familles. Il faut que les gens arrêtent aussi de faire preuve de suspicion. Lorsque nous allons dans ces pays, c'est pour nos affaires et on est tellement pressé de revenir qu'en réalité, il n'y a pas le moindre risque. Et ça, M. Adjavon l'a dit, et pour moi, c'est une action concrète. Ok, alors vous attendiez cette question depuis, on y est. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, M. Régis Fassia, les origines de la crise financière? Et comment, crise financière mondiale, je veux dire, comment cette crise a pu toucher le Bénin, un si petit pays, qui compte très peu dans l'économie mondiale? D'abord, je vous arrête, le Bénin n'est pas un petit pays, c'est notre Bénin et nous sommes très très fiers d'être béninois. Vous savez, avant même de parler de la crise financière, il faut dire qu'avant la crise, les performances économiques, je dirais des pays d'Afrique subsaharienne étaient relativement bonnes. Le taux de croissance est passé à 6%, l'inflation a été maîtrisée, passée en dessous de 10%, et les conditions économiques favorables à cela le permettaient.
Malheureusement, la crise est venue. Et lorsque vous me parlez des origines de la crise, je ne suis pas un spécialiste de la crise. Je vais essayer de vous le dire. Praticien du monde des affaires. Oui, c'est vrai qu'en fait, cette crise est née, je dirais, à partir de spéculations qui ont été faites sur des marchés financiers américains, notamment. Vous savez, ce qu'on appelle les subprimes, c'est des crédits qui ont été accordés à des familles américaines très très modestes sur la base de valeurs immobilières relativement importantes. Et lorsque l'immobilier a chuté, eh bien ça a créé les conséquences que nous connaissons. On ne va pas rentrer dans les détails techniques. Je veux dire, la première conséquence a été la chute de la banque Lehman Brothers, qui a créé un véritable séisme dans le secteur de la finance. Et la finance étant arrimée à tout l'environnement européen, eh bien cette crise, elle est en Europe. Et jusque-là, on pensait que les pays émergents pourraient rester complètement à l'écart de la crise. Et ça a touché ensuite les pays émergents. Et puis progressivement, eh bien, c'est arrivé dans nos pays africains, et notamment le Bénin. Vous savez, lorsqu'on se demande pourquoi est-ce que la crise économique a pu toucher des pays comme l'Afrique, des pays comme le Bénin, c'est à croire que l'Afrique n'est pas dans le monde. C'est d'abord une crise extraordinaire, en ce sens que c'est une crise globale et mondiale. Globale parce qu'elle a touché tous les secteurs de la vie économique, mondiale parce qu'elle a touché tout l'environnement du monde. Jusqu'à preuve du contraire, l'Afrique fait partie de la planète Terre. Donc il n'y a pas de raison. Même si elle compte si peu. Même si elle compte peu. Même si elle compte peu, eh bien, elle a participé. Alors, l'une des raisons pour lesquelles, je dirais, l'Afrique a été touchée de plein fouet, ça a été simplement lié au fait que lorsqu'il y a eu cette crise, la plupart des pays, notamment américains et européens, se sont repliés sur eux-mêmes. Ça s'est traduit par une baisse des exportations, ça s'est traduit par de réelles difficultés à continuer à investir. Les matières premières ont chuté. Les pays africains, vous savez, nous exportons beaucoup de matières premières. Au niveau des transferts de devises, vous savez, nous avons beaucoup de diaspora qui font beaucoup de transferts de devises. Ça a naturellement chuté. Ça a chuté. Pour le Bénin, ça a chuté de près de 40%. Donc il y a eu tout un ensemble de facteurs qui ont été à l'origine de la crise dans nos pays africains. Mais attention, il faut quand même dire que la plupart de nos pays africains ont fait preuve de résilience par rapport à cette crise, en ce sens qu'elles ont su, je dirais, amortir les effets de la crise, parce que les banques africaines ne sont pas systématiquement impliquées dans ce qu'on appelle le système financier aujourd'hui. Il n'y a pas de bourse de valeur en Afrique, sauf dans quelques pays tels que le Nigeria, le Kenya, et c'est parce que des pays comme le Kenya, qui sont complètement impliqués dans le système financier mondial, ont été touchés, que le Bénin a été touché. N'oublions pas que le Bénin est un pays qui est essentiellement axé sur le Nigeria. Notre économie est axée sur 3 pôles: le port autonome, le coton et le Nigeria. À partir du moment où le Nigeria a été touché de plein fouet, ce qui s'est traduit aussi par la baisse du Naira, eh bien, les conséquences se sont traduites par les réalités que vous connaissez. Mais avant la crise financière, cette crise économique, on gérait une crise, la crise alimentaire. Vous vous rappelez, bien sûr, bien avant la crise financière. Oui, plus avant. Il y avait la crise alimentaire qui était une réelle crise, dans la mesure où la plupart des produits d'importation ont flambé au niveau des prix. Vous savez très bien que nous consommons beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur, surtout les produits de grande consommation. Et l'avantage que nous avons eu par rapport à la crise alimentaire, c'est quand même, et il faut le dire, que les pouvoirs publics ont mis en place des mécanismes pour accompagner les populations. C'est pour ça qu'on a ressenti dans de moindres proportions les conséquences de la crise, contrairement à d'autres pays tels que le Sénégal, qui ont fait des mouvements sociaux par rapport à la crise. Donc je pense que la crise alimentaire qui nous touchait déjà a été atténuée en raison de l'accompagnement qui a été mis en place par les pouvoirs publics, et c'est pour cela que par rapport à la crise financière d'aujourd'hui, eh bien, il faut mettre en place la même stratégie d'accompagnement. Ça, on le verra tout à l'heure, comment vous le faites de façon concrète. Mais avant, nous avons tendu notre micro au président du patronat. À propos de cette crise, nous allons suivre sa réponse, monsieur Azar. Ce sera l'occasion encore pour vous de dire qu'il a des positions tranchées. La régie, on peut avoir ça, cette image? Ceux qui se disent économistes ne le sont vraiment pas. Comment comprendre que depuis des années, ils n'ont pas su que cette crise allait arriver? Si c'était vraiment des économistes, on pouvait comprendre déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais aucun n'a relevé cela. Je vais dire simplement ceci. Vous savez que l'économie aujourd'hui est globalisée. Je ne vois pas comment il peut y avoir la crise aux États-Unis, dans les pays européens, et que ça ne
qui n'est pas du tout une crise en Afrique, c'est impossible, puisque nous faisons des échanges avec ces pays-là. Et vous ne pouvez même pas faire une garantie bancaire à un fournisseur directement de notre banque sans passer par une banque de premier ordre en Europe ou aux États-Unis. Donc, c'est des lignes qui sont consenties à nos banques ici pour que cette transaction se fasse. Si ces banques en Europe et aux États-Unis ont des problèmes, forcément, de facto, nos banques essuieront ces problèmes. Pourtant, ce n'est pas eux qui les ont créés. Je pense que les Africains doivent comprendre maintenant que c'est eux-mêmes qui doivent trouver des solutions à leurs problèmes. Pour ça, c'est seulement le secteur privé qui pourra résoudre ce problème-là, puisque c'est nous qui créons les emplois, c'est nous qui créons les ressources. Et dès que c'est fait comme ça, qu'on ne dit pas seulement par le gouvernement et qu'on joue l'acte à la parole, je pense que rapidement nous allons sortir de cette crise. Je vais vous donner un exemple. On invite pour une concertation. Pour cette concertation, on demande quel est le gouvernement. C'est vraiment le gouvernement qui désigne le gouvernement qui doit représenter le secteur privé. On ne laisse pas le secteur privé de désigner ce gouvernement. Un résultat biaisé. Parce que, ceux qui sont de l'État ne sont pas là. Et quand c'est un désir comme ça, il y a des frustrations et les gens sont réticents. Tout le problème que nous avons aujourd'hui, là, chaque entreprise a sa politique. Je pense que la première des choses à faire, c'est réduire les charges. Serrer et continuer de serrer. Et maintenant anticiper. C'est le tout dit et ça concerne toutes les entreprises. Alors qu'on a des problèmes de chômage, il se pourrait qu'il y ait bientôt des licenciements. Ce n'est pas de notre fait, mais c'est la réalité. Nous ne sommes pas l'État, nous sommes des opérateurs économiques, nous sommes le privé. Quand vous aurez mal, obéissez cash et vous fermez votre boutique. Je ne le souhaite pas, c'est pour ça que je dis aux entrepreneurs de savoir que c'est profond ce qui se passe. C'est une crise structurelle pour nous, Africains. C'est tout pour nous donner. Il faut juste que nous ne vivions pas au-dessus de nos moyens. Et ça, c'est le gouvernement. Si on arrive à vraiment gérer et qu'on ne vit pas au-dessus de nos moyens, on s'en fout, on n'aura pas de crise. Il faut qu'on fasse la solution moyenne. C'est pas une entreprise, un pays. Une grande entreprise, vous connaissez vos moyens, vous faites la politique de vos moyens. Et on cesse de prendre le gouvernement pour jouer le rôle du secteur privé. Nous avons travaillé longtemps, je ne vois pas un de ces fonctionnaires qui ait fait mieux que nous depuis qu'on est là. Pourtant, c'est toujours eux. Toutes les lois sont taillées pour protéger les fonctionnaires et brimer les opérateurs économiques. Il faut que ça cesse. Sinon, on ira de reculons en reculons. Le secteur privé doit jouer son rôle. Et le gouvernement doit jouer le sien. Le gouvernement ne peut pas venir jouer le rôle du patronat. C'est nulle part, ça ne se fait comme ça. C'est deux institutions bien distinctes. Le gouvernement a la force, mais le patronat a la force économique. Et tant qu'ils ne comprendront pas cela, et ils vont dire, il vaut mieux les brimer pour qu'ils n'aient pas du tout de force. Si vous n'avez pas un secteur privé fort, c'est que vous-même vous avez des soucis. Dans ce studio, quand vous gérez mal, vous payez cash. Position tranchée, M. Ajavon? Non, ce n'est pas une position tranchée. Est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que lorsqu'on gère mal, est-ce qu'on ne paye pas cash? Je pense que c'est une réalité. Je pense que lorsque je suis l'interview de M. Ajavon, ça relève un certain nombre de questions, notamment au niveau de l'administration. Vous savez, aujourd'hui, la crise financière telle que nous la vivons, telle que nous la subissons, doit nous permettre de réfléchir sur de nouvelles stratégies pour éclore de nouvelles dynamiques économiques dans notre pays. Et c'est vrai que l'administration telle qu'elle se présente aujourd'hui n'est pas du tout une administration axée sur le développement du secteur privé. On a même l'impression que nous avons hérité d'une administration un peu marxiste-léninisme, en ce sens que il est évident que les réformes administratives
dans le secteur de l'administration doivent permettre aujourd'hui de faire en sorte que le secteur privé puisse trouver véritablement sa place. Une étude a été faite dernièrement et qui a révélé que l'administration, la lenteur administrative coûte à l'État béninois près de 70 milliards de francs CFA. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Je pense que pour peu que tous les acteurs de la vie économique de notre pays jouent leur rôle, eh bien le secteur privé jouera aussi le sien. Vous savez, dans le cadre de nos activités, nous avons souvent des réunions avec les membres du gouvernement, et notamment avec le ministre d'État, Pascal Koupaki. Chaque fois que nous faisons des réunions avec M. Koupaki, il n'a jamais oublié de mentionner qu'il faut que les fonctionnaires du Bénin comprennent que leur existence, leur raison d'être dépend exclusivement et essentiellement du secteur privé et que toutes les recettes qu'ils engrangent viennent du secteur privé. Et il a souvent même évoqué la nécessité de faire en sorte que le dialogue privé-public puisse véritablement s'instaurer. Vous savez, il y a des pays tels que l'île Maurice qui ont expérimenté la nécessité de faire du secteur privé un vrai pôle de développement. Vous savez, les fonctionnaires ont envie d'augmentation de salaire. On peut augmenter les salaires sans passer par l'aide au développement. On peut augmenter le salaire en essayant de faire en sorte que le secteur privé puisse émerger davantage. Parce que lorsqu'il va émerger davantage, eh bien on aura encore plus de recettes et les fonctionnaires seront encore mieux payés. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une véritable réflexion à mener par rapport à la relation secteur privé, secteur public, de façon à ce que nous puissions véritablement faire de nos secteurs privés le réel pôle de développement de notre économie. Parce que vous êtes convaincu également, comme M. Adiavon, que le secteur privé est la force économique d'un pays, c'est ça? Enfin, disons que c'est bien plus compliqué que ça. Je veux dire, le secteur privé va même au-delà de la force économique. C'est le pourvoyeur d'emploi. Les problèmes de chômage aujourd'hui nous touchent tous. Il n'y a pas de maison dans laquelle aujourd'hui il n'y a pas un chômeur. Vous savez, moi j'ai souvent évoqué cette phrase, permettez-moi de le dire dans ma langue maternelle. Allez-y. Lorsque vous rentrez chez vous, par exemple, que durant toute la journée vous ne faites rien, la grand-mère ou la tante ou l'oncle vous dit comment? Ça veut dire que même dans nos villages, même dans les régions les plus reculées, nos grands-parents, nos oncles au village ne conçoivent pas le chômage. Pour eux, lorsque tu es un être humain, la dignité exige de toi qu'il faut que tu sortes le matin, que tu aies une activité économique. Alors pour cela, il n'y a qu'une seule recette, c'est le secteur privé. Faire en sorte que le secteur privé puisse véritablement bénéficier de mécanismes fiscaux qui lui permettra d'éclore tout son dynamisme. Vous savez, je vous dis une chose. Lorsque vous êtes un fermier et que vous avez envie d'augmenter la quantité de vaches, de lait dans votre ferme, il y a deux possibilités. De deux choses l'une. Vous augmentez le nombre de vaches, ou alors vous augmentez la nourriture de la vache pour avoir un meilleur rendement. Eh bien, c'est le même raisonnement que l'État doit faire. C'est-à-dire, si aujourd'hui nous avons envie d'engranger davantage de recettes, il y a deux possibilités par rapport au secteur privé. Pour peu que je fasse un parallèle entre le secteur privé qui est la vache et le fermier qui est l'État. Eh bien s'occuper du secteur privé, lui donner les moyens d'éclore toute sa dynamique, tout son dynamisme par rapport à notre environnement, mettre en place les conditions, je dirais, fiscales qui lui permettront d'évoluer dans de très bonnes conditions, faire en sorte qu'il soit véritablement l'acteur de la vie économique, et ensuite faire en sorte que nous puissions élargir le nombre d'entreprises qu'il y a dans notre pays. C'est en cela que je vous dis, il y a deux possibilités. Ou alors on nourrit bien, ou alors on augmente Cheptel. Et par rapport à cela, si les pouvoirs publics mettent en place une stratégie qui fasse que le nombre d'entreprises dans notre pays augmente, eh bien ça va engranger d'autant plus de richesses. Et chacun en tirera le meilleur profit. Et c'est pour cela que aujourd'hui, il y a une nécessité de faire en sorte que le secteur privé soit vu non pas comme un simple interlocuteur, mais comme un véritable partenaire avec lequel il faut composer, avec lequel il faut construire. Et non comme une concurrence à anéantir. Non, d'abord, je ne suis pas certain qu'il y ait une volonté d'anéantir, qu'il y ait une volonté de concurrence. Vous ne voyez pas cela comme ça? Non, je ne pense pas. Ce serait un peu, je dirais, je ne peux pas faire de la paranoïa non plus. Je pense simplement qu'il y a aujourd'hui une nécessité de faire en sorte que le dialogue secteur privé, secteur public puisse s'instaurer. Vous savez, l'enjeu c'est quoi? L'enjeu c'est le chômage des jeunes.
C'est vrai, Michel, avons parlé tout à l'heure des emplois qui sont menacés, c'est vrai? Mais il est évident qu'aujourd'hui, nous subissons de plein fouet la crise. De quelle façon? Vous savez, le crédit est pour une entreprise exactement ce que l'eau est pour un individu, une matière vitale. Il est évident aujourd'hui qu'en raison de la crise financière, eh bien, nos entreprises ont de plus en plus de difficultés à accéder au crédit. Déjà avant la crise, il y avait des difficultés à accéder au crédit pour des raisons liées à l'environnement. Je ne suis pas venu ici pour faire l'apologie des banques, mais il est évident que la crise aidant, ça a compliqué les choses. Le patronat rencontre beaucoup d'acteurs de la vie économique. Nous avons eu des réunions avec l'Association des professionnels de banque, l'APB, et par rapport à la crise, l'APB nous a expliqué, par exemple, qu'au Bénin, la réserve obligatoire qu'on exige des banques est de 15%, et qu'il faut absolument que le patronat intervienne pour que cette réserve soit diminuée à hauteur ne serait-ce que de 9%. Ils se battent pour ça, bien évidemment. Et lorsque nous avons fait nos différentes réunions dans le cadre des solutions à trouver par rapport à la crise, nous avons évoqué la question de revoir à la baisse la réserve obligatoire des banques. D'ailleurs, sur votre chaîne de plateau, j'ai évoqué la question publiquement. Eh bien, je me réjouis de savoir que depuis la semaine dernière... Mais bien sûr. Vous avez suivi. Mais bien sûr. Dans cette proportion-là. Absolument. Je me réjouis de savoir que depuis la semaine dernière, le directeur de la BCEAO a annoncé effectivement que la réserve obligatoire pour les banques ne sera plus de 15%, mais elle sera de 9%. Nous avons fait une simulation avec les acteurs de la banque. Et dans la simulation qui a été faite, eh bien, ils ont estimé que en baissant de cette proportion, c'est-à-dire en passant à 9% la réserve obligatoire, que toutes les banques réunies pourront mobiliser 45 milliards à injecter dans l'économie béninoise. Eh bien, maintenant, c'est chose faite. Il faut que les acteurs de la banque aussi accompagnent les entreprises par rapport à leur nécessité de créer de la richesse. Vous savez, on ne peut rien faire sans un financement. Et des fois, il y a des jeunes qui ont envie de créer, qui ont envie de prendre des initiatives, qui ont besoin de petits crédits, qui ont besoin de 5, 10 millions. Eh bien, il faut que ces jeunes aussi soient écoutés. Ils n'ont pas forcément des garanties. Il faut mettre en place des mécanismes qui fassent qu'aujourd'hui, l'accès à la créativité, l'accès à la création d'entreprises soit une chose simple. Avec des banques aux conditions plus souples. Vous savez, une fois encore, je n'ai pas la prétention d'expliquer ce que les banques doivent faire. Elles connaissent leur mode de fonctionnement. Une banque, par définition, c'est quelqu'un qui mesure ce qu'on appelle le risque. Donc, je ne voudrais pas me substituer en banquier pour dire des choses dont je n'ai pas le droit. Ce qui est sûr, c'est qu'il est évident aujourd'hui qu'il y a une certaine lourdeur au niveau d'accès au crédit. Mais ce n'est pas forcément du fait aussi des banques. Il y a aussi l'environnement. Aujourd'hui, les banques ont de réels problèmes au niveau du recouvrement de leurs créances. Nous sommes dans un environnement qui n'est pas sécurisé et les banques subissent ça de plein fouet. Il arrive que des banques, en toute bonne foi, fassent des crédits à des individus, à des opérateurs économiques, qui ne payent pas et qui les narguent dans la cité. C'est des réalités. Mais bien sûr, c'est des réalités. Et ce n'est pas parce qu'on est au patronat qu'on ne peut pas dire la vérité. Ce n'est pas pour autant, non plus, que les banques ne peuvent pas considérer que dans une proportion d'environnement où effectivement il y a des brebis galeuses, il peut y avoir des gens de très très bonne foi qui sont en mesure d'honorer leur engagement. C'est pour ça que, sachant aujourd'hui que la réserve obligatoire que les banques avaient qui était de 15% est passée à 9%, eh bien qu'elles jouent leur rôle et qu'elles nous accompagnent aussi dans notre souci de développer notre environnement économique. Et les manifestations de la crise au plan bilatéral par rapport aux entreprises et par rapport à la population, de façon générale? De façon générale, c'est vrai que sur le plan, je dirais, au niveau de l'État, ça s'est traduit par la baisse des recettes fiscales. Oui. C'est une réalité, ce n'est pas une vue de l'esprit. Baisse fiscale liée aussi aux réalités qu'on subit avec le Nigeria. C'est traduit aussi par, je dirais, la baisse d'aide au développement. Vous savez, la crise aujourd'hui, lorsqu'on l'évoque, on a tendance à oublier une certaine réalité. Laquelle? Les pays qui nous aident, ce qu'on appelle les pays qui font l'aide au développement, leur aide est toujours axée sur leur PIB, leur produit intérieur brut. Mais lorsque au niveau de leur pays, ils produisent moins, lorsqu'ils subissent de plein fouet le chômage, naturellement, leur PIB prend un coup. Leur PIB baisse. Et cette baisse du PIB aura des répercussions aussi sur l'aide au développement. Même si la proportion du PIB est restée le même, le montant alloué à cette aide ne sera plus le même
puisque entre-temps ce montant a baissé. Donc je pense que ça nécessite de notre part une véritable réflexion, un véritable souci de changer de mentalité. Il faut que nous regardions en notre sein pour trouver en nous les substances, les mécanismes qui nous permettront non seulement de régler le problème de la crise et de faire de la crise une véritable opportunité pour l'avenir. Et au niveau de la population, au niveau de la population, bien évidemment, il y a le problème de chômage qui va sévir davantage. Il y a naturellement c'est une psychose là que vous jetez là. Non, c'est pas une psychose. Vous savez, ça guette. Le monde a connu des crises. Il y a eu la crise de Russie. Il y a eu la crise des pays d'Amérique latine. Ça a été des crises sectorielles et localisées. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise mondiale et globalisée qui touche tous les secteurs d'activité. Cette crise, en raison du fait que les pays africains ne sont pas impliqués dans le système financier, n'a pas touché de façon directe les banques. Mais en raison des conséquences économiques, elle a touché la vie économique de chaque pays africain. Aujourd'hui, lorsqu'on écoute les différentes personnes qui sont impliquées dans les données macroéconomiques, la croissance au Bénin sera autour de 4%, alors qu'il y a quelques années c'était 6%. C'est une réalité. L'inflation, absolument, va prendre un coup. Et cela se traduit dans le quotidien du Béninois. C'est pour cela qu'il faut que nous réinventions de nouveaux mécanismes. C'est pour cela qu'il faut que nous mettions le secteur privé au cœur de la nouvelle dynamique, parce que aujourd'hui, les personnes qui seront le plus touchées par la crise, ce seront ce qu'on appelle les consommateurs finaux. Voilà. Pourquoi eux, précisément? Mais parce que c'est eux qui sont en bas de la chaîne. Si les entreprises sont touchées, les entreprises, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Vous savez très bien combien de personnes une famille nourrit dans son foyer. Vous, en tant que journaliste, vous avez des charges. C'est évident. Tout cela va se répercuter sur l'environnement, sur la cité. Vous savez, regardez la façon dont les pays européens, les pays américains ont géré la crise. Il y a eu même des entreprises qui ont dû être nationalisées. C'est bien la preuve que nous sommes dans une situation sans précédent. Et pour l'Afrique, eh bien, il faut mettre en place tout un ensemble de mécanismes liés essentiellement à la nécessité de faire en sorte que le secteur privé soit davantage valorisé. Vous savez, les propositions concrètement. Oh, il y en a de plusieurs sortes. Vous savez, nous avons souvent évoqué la nécessité de faire en sorte que les impôts sur les salaires soient revus à la baisse. Parce que ça a été fait. Il y a eu un progrès extraordinaire qui a été fait, que nous avons salué dans le cadre du patronat. Pourquoi on veut davantage? Parce que c'est à partir des revenus des foyers qu'on consomme. La consommation augmente la croissance. Donc, plus nous avons de revenus, plus nous allons consommer. Donc, je pense que la crise doit être aussi une opportunité pour les pouvoirs publics de revoir la fiscalité, de mettre véritablement en action ce qu'on a appelé la fiscalité de développement, de façon à ce qu'au niveau de la fiscalité, qu'on puisse revoir un certain nombre de choses qui puissent alléger l'ensemble des entreprises, des acteurs de la vie économique. Et ça, c'est devenu pour nous une réalité incontournable. Sinon, on paye gros maintenant. Non, vous savez, moi je pense simplement qu'il faut être dans une dynamique de négociation. Il faut comprendre que l'État a des besoins qui sont très clairs. L'État, il faut bien que les routes continuent d'être construites, il faut bien que les hôpitaux fonctionnent, il faut que les lumières marche dans notre pays. Alors, donc, on doit vous tuer d'abord? Non. On doit vous essorer? Non, on n'a jamais dit qu'on est tué. Tout ce qu'on a dit, c'est simplement qu'il faut mettre en place un ensemble de mécanismes qui fassent que le secteur privé soit davantage valorisé, soit davantage dans une dynamique où elle va créer encore plus de richesse. Je vais vous dire une chose. Lorsque, par exemple, au niveau de la fiscalité, on baisse certains impôts, eh bien, des entreprises qui étaient dans le formel voudront venir dans l'informel, voudront venir dans le formel. Qu'est-ce qui fait que beaucoup d'entreprises sont dans l'informel? C'est la peur de la fiscalité, c'est la peur des impôts. Alors, si on met en place un mécanisme, vous savez, je vais vous donner un exemple très très simple. L'île Maurice a mis en place un système fiscal de 15%. C'est ce que tout le monde paye à l'île Maurice, les entreprises, tout ça. Mais ça a doublé ses recettes. Au bout de quelques années, le salaire des fonctionnaires a été multiplié par 2. Allez sur Internet, vous allez vérifier tout ce que je suis en train de vous dire. C'est bien la preuve que, eh bien, lorsqu'on met en place un mécanisme flexible au niveau de la fiscalité, mais ça élargit l'assiette. Et ça encourage l'informel à venir vers le formel. Et il faut mener aussi une réflexion par rapport à cela. Quoi d'autre?
Quoi d'autre? Nous sommes dans les propositions. Au niveau des propositions, naturellement, on a évoqué la question des réserves obligatoires qui a été résorbée. Au niveau, je dirais, des créances de l'État, nous avons souhaité que l'État continue de payer ces créances. Au niveau des infrastructures, vous comprenez avec moi que les infrastructures routières aujourd'hui ont permis de mobiliser beaucoup de créations d'entreprises. Donc il faut que ces infrastructures continuent de se faire. Il faut que l'État continue d'investir dans les infrastructures, ce qu'on appelle dans les gros travaux. Mais à côté de cela, l'une des propositions importantes, c'est la zone franche industrielle. C'est quoi la zone franche industrielle? La zone franche industrielle, eh bien, c'est un pôle, c'est un instrument d'exportation. Et il faut qu'aujourd'hui, notre pays repense la philosophie de la zone franche industrielle et faire en sorte que le projet de la zone franche soit une réalité, soit une priorité, parce que non seulement ça nous permettra de produire, mais en plus, ça nous permettra d'exporter. Donc ça va améliorer ce qu'on appelle la balance des paiements. Voilà quelques pistes sur lesquelles nous avons travaillé avec les différentes personnes qui sont impliquées dans la crise. Voilà quelques propositions que le patronat fait. Et à côté de cela, nous avons rencontré différentes personnes de plusieurs secteurs d'activité pour identifier leurs préoccupations de façon qu'on puisse faire l'objet d'une plateforme que nous avons envoyée au gouvernement pour réfléchir ensemble sur des solutions à apporter. Vous allez le faire quand? Oh, c'est imminent. Vous savez, nous, on est très rapide. Hein. Comme dit M. Adjavon, c'est l'efficacité au patronat. Et par rapport à cela, ce qui est important, c'est que cette crise, elle est inédite et il faut trouver des solutions rapides et efficaces. Mais vous n'avez pas peur que ce soit une plateforme de plus? Vous êtes sûr que tout cela sera pris en compte? Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'une crise sans précédent. C'est tellement vrai que dans le souci de trouver des solutions à cette crise, le gouvernement a invité tous les acteurs de la vie économique. Vous avez vu, les douaniers ont été invités, les impôts ont été invités, les opérateurs économiques ont été invités, tous les secteurs de la vie économique pour trouver des solutions par rapport à la crise financière. Pour l'instant, nous sommes dans la réflexion. Personne n'a encore trouvé de solution. Le temps s'en va. Il est évident quand même qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui sont mis en place par rapport à cela. Donc, il faut mener la réflexion et par rapport à ça, faire preuve de pragmatisme. Oui, monsieur Régis Fassia, vous n'avez pas l'impression que nous allons trop lentement au Bénin? Il y a des pays où il y a un genre de brainstorming où on réfléchit, on prévoit les choses d'avance, on sait que ça va arriver, on prévoit ça. Bon, mais je suppose que écoutez, M. Adjavon a évoqué tout à l'heure la question de la lenteur administrative. Mais la lenteur dont nous parlons, que vous évoquez aujourd'hui, est simplement liée à notre administration. Il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Notre administration n'est pas adaptée à ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Et que promet le gouvernement dans ce cadre? Par rapport à cela, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités et fasse en sorte que notre administration soit une administration de développement, comme le dit le ministre de Takupaki. C'est extrêmement important. Et par rapport à cette crise, il faut mettre en place de nouvelles opportunités. Il faut aller très vite parce que, je vous dis une chose, je ne suis même pas sûr qu'on subit actuellement véritablement les conséquences de la crise. Pour l'instant, nous subissons les conséquences de la baisse du Naira parce que 70% de nos exportations se font sur le Nigeria. Le pire est à arriver. C'est pour cela qu'il faut aller vite, il faut aller très très vite et il faut mettre le secteur privé au cœur de toutes les résolutions qu'on prendra par rapport à la crise financière. Mettez la pression au gouvernement? Non, notre rôle n'est pas de mettre la pression au gouvernement. Notre rôle, c'est de discuter. Ce n'est que dans le dialogue, dans la discussion, dans la négociation. Mais là-bas, on traîne trop, on prend tout le temps? Non, je considère qu'il y a des priorités, il y a tout un ensemble de mécanismes. Vous êtes très gentil avec le gouvernement. Non, pas du tout. Il ne vous fait pas mal du tout? Non, pas du tout. Non, parce que vous avez besoin de résultats, c'est ça? Non. D'abord, je vais vous dire une chose. Il faut laisser le temps à la réflexion. Pour l'instant, nous sommes dans la phase de la réflexion et de l'action. Vous avez fini. Vous connaissez bien le patronat. Vous savez très bien que si les choses vont lentement, le patronat va réagir, comme vous savez bien. Donc, pour le moment, le rythme est bon? Non, je n'ai pas dit que le rythme est bon. J'ai dit qu'il faut aller encore plus vite. Et j'ai dit que le rythme est lent en raison de l'administration, de la lenteur administrative. Et par rapport à cela, il faut repenser notre administration. Il faut réfléchir aujourd'hui sur la nécessité de faire de notre administration une administration un peu plus réactive, un peu plus active qu'elle ne l'est de par le passé. Vous faites maintenant face droit aux Béninois, dites les opportunités à saisir, parce que forcément, là-dedans, il y a un. Vous savez, je pense que la crise financière, économique, en l'occurrence, doit être pour nous l'occasion de regarder autour de nous. Lorsqu'on regarde autour de nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit que lorsqu'il y a eu la crise, les pays du G20 se sont réunis
pour trouver ensemble des stratégies pour amorcer les conséquences de la crise. Au niveau des pays d'Amérique latine, eh bien, ils se sont retrouvés aussi pour réfléchir. Vous avez bien vu la façon dont le FMI a financé avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'efficacité, de rapidité certains pays de l'Europe. C'est bien la preuve que nous sommes dans une situation où eh bien, chacun règle ses problèmes. Chacun règle ses problèmes. Mais le problème, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a une situation dans ces pays-là, ça nous touche de plein fouet parce que nous dépendons essentiellement et exclusivement de ces pays. Il faut que nous réfléchissions sur de nouvelles opportunités. Par exemple, l'agriculture. L'agriculture est une filière. Il y a des tracteurs dans le pays maintenant, des sous-choses, ça veut dire c'est bon, on est sur le bon chemin. C'est bon. L'idée même de devoir diversifier la filière agricole est une excellente idée. Aujourd'hui, l'agriculture au Bénin est axée essentiellement sur le coton. Non. Et nous savons très bien qu'en raison de la crise financière, les cours du coton ont chuté. Donc il faut repenser d'autres nouvelles stratégies. J'ai évoqué la question de la ZFI. La ZFI est une opportunité aussi pour l'agriculture, parce qu'elle permettra non seulement de la production, mais aussi la transformation. Il faut que cette crise financière nous permette de réfléchir sur la nécessité de nous prendre en charge. C'est extrêmement important. Et c'est pour ça que dans le cadre du patronat, eh bien, nous essayons tous de mener des actions pour que le secteur privé soit au cœur de ce changement. Voilà un peu les différents défis que nous devons relever par rapport à cette crise financière. Oui, agriculture, est-ce que vous avez l'impression que la façon dont c'est fait maintenant au Bénin, eh bien, ça nous conduira à bon port? Écoutez, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait ajouter? Non, d'abord, il y a une chose qui est importante. C'est d'abord d'avoir de la volonté. Il faut saluer la volonté. Pour l'instant, il y a une volonté de faire en sorte que l'agriculture soit une priorité. Voilà. C'est salutaire. Donc la volonté est même déjà en action. L'action, ça s'est traduit par un certain nombre de choses que vous avez vues. Maintenant, il faut l'accompagner, de façon à ce qu'il n'y ait pas de complaisance par rapport à cela. Il faut organiser cela de façon à ce que, dans 2 ans, dans 3 ans, que ça puisse aboutir à des résultats concrets. C'est ça qui est important. Et c'est pour cela que je pense qu'il serait bon, dans ce projet agricole, d'impliquer le secteur privé, d'impliquer le patronat. Non, je ne pense pas que le patronat soit identifié comme étant un partenaire par rapport à ce projet. Je pense que, vous savez, le secteur privé a une dimension très, je dirais, très pragmatique des choses. Et si on nous sollicite par rapport à la réflexion, eh bien, nous allons accompagner. Vous avez des idées? Bien sûr que nous avons des idées. C'est évident. Et par rapport à cela, je crois qu'il faut envisager d'autres pistes, qu'il faut réfléchir sur d'autres secteurs d'activité, les services. Aujourd'hui, on n'a pas d'activité de service dans notre pays. Il faut réfléchir sur quel type de service on peut développer. Le tourisme, le Bénin n'est même pas connu dans les tours opérateurs. Il faut réfléchir sur l'ensemble de mécanismes qu'on peut mettre en place pour développer notre tourisme. Et malheureusement, tout cela n'est pas fait. Et je crois que la crise financière doit être une opportunité pour nous, acteurs de la vie économique, pour les pouvoirs publics, de réfléchir ensemble pour trouver de nouveaux axes qui nous permettront non seulement de créer de la richesse, mais aussi de créer des emplois pour nos enfants et pour nos familles. Vous n'avez pas l'impression qu'au Bénin on réfléchit beaucoup, mais qu'on n'utilise pas les fruits des réflexions? Moi, j'ai l'impression que depuis des années, on a réfléchi au tourisme, on a réfléchi aux services, on a réfléchi à tout ce qui peut faire bouger le Bénin, mais quand on finit, on met ça dans un tiroir quelque part et on oublie. Est-ce que vous avez pensé à un mécanisme pour que enfin on puisse commencer à utiliser les résultats des réflexions? Les Béninois sont quand même très intelligents. Les Béninois sont très intelligents, mais il faut se poser la question de savoir est-ce que les Béninois sont prêts pour la réflexion? Votre réponse? Moi, je pense que oui. Bon. Je suis convaincu que oui. À partir de cet instant-là, il faut les impliquer dedans. Parce qu'on ne les implique pas, que ça se passe comme ça. Non, je pense qu'il faut les impliquer davantage dedans. Il faut leur expliquer la nécessité de la chose. Vous savez, après c'est une question. De la mise en application. Voilà, vous savez, mettez-vous devant un feu rouge, par exemple. Lorsque le feu est rouge, on peut compter du bout des doigts le nombre de personnes qui s'arrêtent devant le feu rouge. C'est une réalité. C'est bien la preuve qu'il faut déjà qu'en notre sein, nous puissions faire preuve de meilleures appréciations de notre environnement. Il faut que nous puissions faire preuve de méthode, d'organisation. Et malheureusement, des fois, ça nous manque. Et ça peut être aussi un facteur de frein à toute initiative. Il y en a tellement. La faute est à nous-mêmes, vous voulez dire? Je pense que la faute est à nous-mêmes. Il y a trop de complaisance au Bénin.
je ne sais pas si c'est au Bénin en particulier, mais dans tous les cas, il faut que, dans nos réflexions, nous puissions de plus en plus intégrer dans nos têtes la nécessité de respecter certaines lois. C'est important. Vous savez, respecter déjà la loi, c'est déjà un préalable au développement. Et parfois, on ne le respecte pas toujours dans notre pays. Il faut commencer à manipuler la force maintenant. Ah non, je ne pense pas que la force a été une façon de régler les problèmes. Non, je pense que c'est dans le dialogue, c'est dans l'éducation, c'est dans le consensus qu'il faut régler les problèmes. Je ne pense pas que la force... Ça fait du bien parfois la force? Non, la force n'a jamais fait du bien. Jamais. Jamais. Il faut toujours dialoguer. Un petit qui va au feu, une fessier rapide là, il fait demi-tour. Non, je pense que le dialogue est bien plus important que la force. Vous savez, l'intelligence est une chose. L'organisation est autre chose. Lorsqu'on est bien organisé, quelle que soit l'intelligence que vous avez, vous pouvez arriver. Et malheureusement, on n'est pas toujours très très bien organisé à l'échelle unanime de l'environnement du Bénin. La preuve, il y a beaucoup d'interdits ou d'interdictions qui ne sont pas considérées comme l'essence frelatée qui continue de circuler. D'abord, moi, je ne parlerai même pas d'essence frelatée. Moi, je dirais essence Bayor. Le mot frelatée, laissez ça aux experts de la Banque mondiale, du FMI. Mais il est évident que c'est un exemple. L'essence frelatée est une réalité chez nous. Je pense que les statistiques montrent que 20% à peine de la consommation de l'essence se fait dans le secteur formel. Le reste est dans le secteur informel. C'est une activité illicite, illégale, dont les conséquences sont dramatiques pour les familles. Des mesures ont été prises en son temps pour interdire cette activité. Mais en raison de certains intérêts, en raison de facteurs que je ne peux pas vous dire ici, de la complaisance, eh bien ça a repris. Au jour d'aujourd'hui, vous avez bien vu que les acteurs de cette filière narguent la République. Il n'y a pas d'autre mot. Que vous ne pouvez pas nous dire ici? Je suppose que si cette filière continue de perdurer, c'est peut-être parce qu'il y a des intérêts derrière. Je n'en sais strictement rien. Mais ce qui est sûr, c'est que les acteurs de la filière narguent la République. Et on ne peut pas narguer une république dans un pays civilisé. Parce qu'on le veut. C'est un défi à la civilisation. Parce qu'on le veut. Alors, dès lors qu'on est dans un environnement où on ne respecte pas la loi, eh bien, il n'y a pas de... Ça ne rassure personne. Voilà l'exemple le plus éloquent, la filière de l'essence frelatée. J'ai vu le ministre de tutelle qui a fait des communiqués. Nous avons vu sur les chaînes de télévision les images dramatiques des personnes qui ont été brûlées. Et pourtant, au jour d'aujourd'hui, cette filière est toujours en activité. Mieux, elle a même augmenté. Eh bien, lorsqu'on est dans une république, quelle que soit la volonté qu'on a de développement, lorsqu'on ne respecte pas les lois de la République, on ne peut pas avancer. Et il faut que nous cultivions le respect des lois de la République. Le Bénin n'est pas dans une jungle. C'est tellement vrai que la crise qui est née dans les pays américains, qui est allée en Europe, ensuite dans les pays émergents, nous a rattrapés au Bénin. Ça veut dire que nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est globalisé. Et par rapport à ça, il faut respecter les normes. Dans aucun pays du monde, vous ne verrez vendre de l'essence au bord de la route. C'est une particularité du Bénin. Pas que du Bénin. Allez au Togo. Au Togo, Cameroun, ça se fait. Non, au Tchad, pas de la même façon. Pas de la même façon. Allez au Burkina Faso. Allez au Ghana. C'est des Africains. Vous ne verrez pas des choses comme ça au Ghana. Vous ne verrez pas des choses comme ça au Bénin. Je pense que nous avons la culture de ne pas respecter les lois de la République. Et malheureusement, ça nous fait défaut. Et c'est pour ça qu'il faut que vous compreniez que, quelle que soit la volonté que vous avez, que n'importe quel pouvoir public a, si la population n'intègre pas la nécessité de respecter les lois de la République, eh bien, ça n'ira pas. Quelle politique pour le secteur informel, puisque nous sommes là? Allons-y. Vous savez, le secteur informel, d'abord, il faut nuancer les choses. Il ne faut pas aborder la question du secteur informel de façon tous azimuts, parce qu'il y a plusieurs types de secteurs informels. Il y a le secteur informel légal. Par exemple? Écoutez, lorsque par exemple vous avez des tailleurs, des mécaniciens, des soudeurs qui ouvrent leur entrepôt, leur magasin, leur atelier, ce n'est pas illégal. Ils sont dans l'informel parce que leur activité n'est pas enregistrée dans les structures de la République. Et ils payent l'impôt. Ils payent peut-être des patentes ou des taxes. C'est pour ça que je vous dis, il y a des secteurs informels tout à fait légaux. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle le secteur informel illicite. Je dirais voie prohibée. Mais le secteur de l'essence prohibée, non seulement c'est dangereux pour la santé,
Parce que nous respirons tous du gaz. Je suis presque sûr que si on fait des radios pulmonaires à la plupart des Béninois, il y aura des problèmes de gaz. Ne nous étonnons pas dans 10 ans, dans 20 ans, que nos populations meurent de cancer. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il faut le dire. Voilà un secteur, comme vous dites, qui est un secteur informel, illégal. Et puis il y a aussi d'autres types de secteurs informels. Il y a le secteur informel localisé. Par exemple? Les tailleurs, on sait là où ils sont. Les menuisiers, on sait là où ils sont. Il y a aussi le secteur informel délocalisé. Sans place. On ne sait pas là où ils opèrent. Les transitaires ambulants, par exemple. Voilà des secteurs délocalisés. Alors, vous savez, on ne rentre jamais dans le secteur informel par plaisir et par hasard. Et je crois qu'il faut mener une réflexion sur le secteur informel. Et M. Adjavon, en son temps, a mis en place un système qu'on appelle la création d'un centre de gestion agréé, de façon à ce que le patronat puisse accompagner les acteurs du secteur informel à venir se faire enregistrer et à venir faire ce qu'on appelle les états financiers au niveau des impôts, de façon à ce que progressivement ils puissent se formaliser. Parce que leur activité, en raison de ce caractère informel, ne leur permet pas de se pérenniser. On a évoqué la question de l'accès, je dirais, au crédit. Personne ne peut obtenir un crédit en étant dans le secteur informel. C'est pour cela qu'il est nécessaire, qu'il est indispensable aujourd'hui de faire en sorte que le secteur informel soit vu de façon beaucoup plus élaborée et qu'on mène une réflexion nationale là-dessus. Vous savez, je serais même favorable à ce qu'on fasse une conférence nationale sur le secteur informel. Parce que c'est oui bien sûr, c'est un vrai problème de société. C'est un vrai problème de société. Et on ne peut pas exclure l'informel. L'informel aujourd'hui, c'est 70% du produit intérieur brut du Bénin. C'est 80% des activités au Bénin, des emplois au Bénin. C'est une force économique très très forte. Le cas des émigrants? Vous savez, les émigrants, d'abord, personne ne se lève un matin pour prendre sa moto et faire des émigrants par plaisir. Je pense que ça doit être une décision qu'on prend de façon très très difficile. Mais ce fait qu'aujourd'hui, parce qu'on n'a pas d'autres alternatives. Donc, lorsqu'on parle des émigrants, il faut en parler avec beaucoup d'égards, avec beaucoup de mesures. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Il y en a à peu près 200 000 aujourd'hui. Les estimations montrent que les émigrants aujourd'hui ont un revenu d'environ 3 000 francs par jour. Lorsqu'on fait le calcul, ça fait 600 millions par jour. Ça fait à peu près 47 milliards dans l'année. À peu près. À peu près, bien sûr. Mais les émigrants, c'est une force économique et sociale extrêmement importante. C'est pour ça qu'il faut les regarder autrement. Il faut réfléchir sur cette filière. Il faut réorienter. Vous savez, moi, quand je prends mon émigrant, par exemple... Vous le prenez où? Vous le prenez où, là? Je le prends comme vous, comme tout le monde. Où, là? La dernière fois, c'était quand? La dernière fois que j'ai pris mon émigrant, c'était il y a une semaine. Mais la différence entre vous et moi, c'est que moi, je porte un casque quand je prends les émigrants. Et ça rejoint encore le problème du non-respect des lois. Dans les textes au Bénin, il est bien dit que lorsqu'on est sur des motos à 2 roues, il faut mettre un casque. Et le casque est une nécessité vitale. Mais personne ne met le casque. Moi, quand je prends mon ZEM, je mets le casque. C'est peut-être pour ça que vous ne me voyez pas. Alors, vous prenez les ZEM pour aller où? Pour aller travailler. Ici à Tokpa, ça fait combien? Ça fait 150 francs CFA. Non, je ne prends pas émigrants. C'est sûr, c'est sûr. Ça fait, à moins que les prix ont changé du fait de la crise. Ceci étant, c'est vrai que c'est une filière qui génère beaucoup de recettes. C'est une filière qu'il faut réorganiser, ne serait-ce que par rapport à la santé publique des acteurs de cette filière. Et ça va se développer d'autant plus qu'aujourd'hui, une moto coûte 280 000 francs. Et les prix vont baisser davantage, en raison de la Chine, qui fabrique de plus en plus de motos. Donc cette filière sera d'autant plus importante. Et je crois qu'il y a une nécessité aujourd'hui d'y apporter de la réflexion, d'y apporter, je dirais, de nouveaux mécanismes. C'est 200 000 personnes dans le secteur. C'est 47 milliards de chiffre d'affaires. Ce n'est pas rien. Et par rapport à cela, eh bien, il faut voir ce que le secteur informel engrange. Le patronat a des idées là-dessus? Vous savez, le patronat considère que le secteur informel est un acteur important de la vie économique. Le patronat considère que le secteur informel ne peut pas être traité par la force. Le patronat considère que l'informel est une conséquence de certains facteurs liés à la fiscalité. Et par rapport à cela, il faut mener une réflexion sur le secteur informel. Parce que, de toute façon, le secteur informel n'est pas un pôle de développement. Dans aucun pays où l'informel se développe, le pays ne peut se développer. Ça nuit à vos affaires aussi. Mais attention, le secteur informel nuit à nos activités, mais parfois,
le formel alimente